Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupisco, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, alors pas forcément un sujet hyper gai, mais pour autant c'est une question que tout porteur de projet se pose lors d'une phase de création d'entreprise et de création d'une micro-crèche. C'est dans quelle mesure, lorsque je vais contracter des dettes pour créer ma micro-crèche, pour les travaux, l'aménagement, etc., ou même acheter le local, dans quelle mesure je suis responsable de ces dettes-là. Ça veut dire que si je me casse la gueule, si je dépose le bilan, dans quelle mesure la banque peut aller chercher directement sur mes biens le recouvrement de sa dette tout simplement. On va justement voir ça dans cette vidéo. C'est parti. Avant de démarrer, chose très importante, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, c'est des nouvelles vidéos sur le sujet de la création des micro-crèches, sur la petite enfance, etc. Donc si c'est votre projet de vous lancer dans la création d'une micro-crèche, forcément, cette chaîne YouTube va vous intéresser, donc abonnez-vous pour avoir les notifications à chaque sortie de nouvelles vidéos. Je ne m'attarde pas plus, c'est parti pour traiter le sujet du jour. Avant de démarrer l'explication, il faut que je vous explique la différence entre une personne morale et une personne physique. Il faut savoir que vous êtes une personne physique, déjà avec des responsabilités civiles, pénales, etc. Mais lorsque vous créez une société, que ce soit une SARL ou une SAS, qui sont les deux statuts majoritairement présents dans le monde de la micro-crèche, vous allez créer ce qu'on appelle une personne morale. Donc c'est une entité qui est détachée de vous, c'est une vraie personne à part entière, qui a également ses responsabilités. Ce qui fait que lorsque vous créez une SARL ou une URL, c'est la même chose avec un associé unique ou avec des associés, ou une SASU et une SAS, idem, c'est la même chose si vous êtes seul ou avec plusieurs associés, vous avez créé une personne morale. Mais du coup, ce qui vous permet, en fait, tout simplement, d'avoir une certaine limitation de votre responsabilité. On va dire que dans les deux cas, vous avez une responsabilité qui est limitée aux apports. Je m'explique. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez apporté 1000 € de capital social, ce qui vous permet d'avoir des actions dans une SAS et des parts sociales dans une SARL. Vous avez contracté un prêt de 10 000 €. La boîte est en dépôt de bilan, la banque veut aller du coup recouvrer sa créance de 10 000 €. Elle peut au maximum vous demander 1 000 €. Parce que votre responsabilité est limitée aux apports que vous avez apportés à la création de votre entreprise. Cependant, attention, cette responsabilité limitée peut sauter dans certains cas. Notamment dans le premier cas et le plus courant, c'est si le gestionnaire, le porteur de projet, le fondateur de la société, se porte caution à titre perso sur les dettes contractées par la société. Ah oui, parce que de plus en plus de banquiers vont vous demander, lors de la création de votre entreprise, admettons que vous demandez un prêt de 50 000 €, de vous porter caution personnelle sur le projet. Et du coup, si la boîte se casse la gueule, vous déposez le bilan, vous êtes caution. Ça veut dire que si la boîte ne peut pas rembourser, ils vont ensuite aller voir les cautions, c'est-à-dire vous. Ça, c'est un premier cas où votre responsabilité, du coup, est plus forcément limitée, du moins sur les dettes contractées. La deuxième chose, ça va être pour différentes fautes de gestion qui auraient pu être opérées par le fondateur, c'est-à-dire vous. On peut voir deux types de fautes différentes. Il y a des fautes de gestion pure et des fautes qui amènent un préjudice à la société. Une faute de gestion, je vais vous donner un exemple. La plus courante, c'est par exemple ne pas souscrire des assurances nécessaires et adaptées à votre activité. On le verra dans une autre vidéo. Les assurances sont importantes en micro-crèche, forcément, on est avec des enfants, etc. Donc il faut une responsabilité civile professionnelle adaptée à notre activité. Une faute de gestion serait de ne pas être assuré pour votre activité, et du coup s'il y a un souci vous n'êtes pas couvert, et dans ce cas là forcément c'est une faute de gestion tout simplement. Une autre faute de gestion, c'est par exemple le non-paiement des cotisations URSSAF pour vos salariés, ou alors des dépenses excessives, des engagements de dépenses excessives par rapport à vos rentrées d'argent, etc. Tout ça c'est des fautes de gestion, donc avoir un suivi de sa trésorerie, de suivre tout l'ensemble de l'administratif nécessaire pour le bon fonctionnement de sa société, c'est indispensable parce qu'effectivement ça peut être qualifié en faute de gestion. La deuxième chose, et comme je vous l'ai dit juste avant, des fautes qui peuvent apporter des préjudices à la société, c'est tout simplement par exemple une concurrence déloyale envers vous-même. Ça veut dire que vous créez une autre micro-crèche juste à côté, vous transférez les fonds de la première société à la deuxième, vous vous arrangez pour qu'effectivement, parce qu'en fait vous vous dites j'ai des dettes sur ma première société, donc je vais en fait entre guillemets déposer le bilan à ma façon, c'est-à-dire que vous allez transférer des fonds dans la deuxième société et qu'au final vous vous dire voilà ma première société ne fonctionne plus, je dépose le bilan.
Bah non, ça fonctionne pas comme ça, forcément. Si vous avez fait une faute qui est en fait une concurrence déloyale envers vous-même ou un de vos associés, hein, potentiellement ça peut être une faute qui amène un préjudice sur la société et qui du coup dépose le bilan, mais la responsabilité devient quand même au niveau des gestionnaires, enfin des porteurs de projets ou des associés de la société. Donc en résumé, il y a 3 aspects qui font que potentiellement la responsabilité du dirigeant directement pourrait être engagée. C'est que tout simplement l'action qui a mené potentiellement au dépôt de bilan comporte un caractère intentionnel du dirigeant, il l'a fait volontairement. La deuxième chose, c'est qu'il a outrepassé ses fonctions directes et potentiellement c'était une autre personne qui devait s'occuper de ça et c'est lui qui a fait à sa place tout simplement et du coup bah forcément c'est une faute. Ou alors la troisième chose, c'est tout simplement c'est une faute réellement très grave. Ce qui fait que potentiellement du coup la responsabilité du dirigeant peut être engagée. Sinon de base, au travers de vos sociétés commerciales, vous n'êtes pas responsable au-delà de la responsabilité limitée aux apports dans votre entreprise. Il faut savoir que lorsqu'il y a un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire, on va de fait aller voir quand même s'il y a eu une faute de gestion quoi qu'il arrive. Et du coup, on ira voir si effectivement il n'y a pas en fait une insuffisance d'actifs ou une aggravation des passifs via le dirigeant. Est-ce qu'il y a une faute du coup qui a été faite de gestion en accord en fait tout simplement avec la gestion de la trésorerie? Ça forcément systématiquement lors d'une procédure de liquidation, on ira forcément voir s'il y a eu ce type de faute. Donc raison de plus pour être bien accompagné, bien suivi et de faire un bon suivi de sa trésorerie. On peut pas faire n'importe quoi parce que potentiellement ça peut nous engager tout simplement. Rapidement, une autre type de responsabilité, ça pourrait être simplement une faute qui a été faite par un de vos salariés, par exemple sur un enfant, etc. et qu'on vous attaque pénalement. Ça veut dire que si potentiellement il y a effectivement un conflit qui se fait et qu'on vous attaque, vous pouvez être pénalement responsable. Même si c'est pas vous qui avez fait le cas en question, parce que tout simplement vous êtes le dirigeant. Et pour vous protéger, il faudra justifier que le dirigeant n'était pas en mesure en fait d'influencer ou d'impacter l'action qui a été faite, qui a amené à cette attaque et cette potentiellement responsabilité pénale. Ou alors, dans un deuxième cas, il faudra aussi prouver que vous avez délégué la mission en question qui a été infructueuse du coup, vous l'avez délégué à une personne qui était en compétence de le faire. Donc ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que tout simplement, il ne faut surtout pas embaucher des personnes en désaccord avec la loi. Parce que si, admettons, vous embauchez par exemple quelqu'un, genre typiquement une personne sans diplôme, et qu'il se passe quelque chose, elle fait un accident avec un enfant, et bien si le parent vous attaque, vous allez être responsable pénalement, parce qu'en fait c'est vous qui avez pris la responsabilité d'embaucher quelqu'un que vous n'aurez pas dû embaucher. Donc il faut faire très attention avec ça. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, commenter, nous poser vos questions. Effectivement pas un sujet super fun, mais indispensable à traiter, parce que tout porteur de projet au démarrage va se poser cette question là. Donc au moins ça c'est fait. Maintenant, si vous voulez aller plus loin dans votre projet et accélérer sur votre projet de création de micro-crèche, vous avez en description notre guide des 6 étapes indispensables pour ouvrir votre micro-crèche. C'est un guide complet, une feuille de route pour vous assurer d'aller dans le bon sens dans la création de votre micro-crèche. Et vous avez également une formation offerte de 3 jours en 3 vidéos où on voit dans la première tout ce qui concerne le local, dans la deuxième l'équipe et dans la troisième les différents chiffres à connaître pour vous lancer dans ce projet. Maintenant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite la réussite dans votre projet. À très bientôt. Au revoir.